raconte. Christophe Ondelatte. En décembre 2017, à Nîmes, Hélène Ly frappe à mort sa petite fille de 11 mois, Zélia. Enceinte et déjà mère de 5 enfants, elle raconte qu'elle était à bout, qu'elle était épuisée. Mais ça n'est peut-être pas la seule explication à son crime. Pour tenter de comprendre, il faut aussi chercher du côté du Laos, en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire du côté de sa culture familiale, celle des Ly, membres de la communauté Hmong. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cotes B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cotes B sur Europe 1. Le 12 décembre 2017, Hélène Ly débarque aux urgences de l'hôpital de Nîmes. Elle a sa petite fille de 11 mois, Célia, dans les bras, complètement à mort. Docteur, Célia, elle réagit pas. Il y a quelques jours, elle a été poussée par ses sœurs, et puis ils l'ont frappée avec un jouet, et depuis, elle est comme ça. Célia présente 2 hématomes au niveau des yeux, des bleus sur la main, sur un pied, et une fracture de l'os occipital. Elle est dans un état critique et elle est immédiatement transférée à l'hôpital de la Timone à Marseille. C'est là qu'elle meurt, après 2 jours en soins intensifs. L'hôpital suspecte des maltraitances et saisit le procureur de la République. Et le médecin légiste conclut que Zélia est morte d'un traumatisme crânien non accidentel. Après 3 semaines d'enquête, la juge d'instruction place Hélène Ly en garde à vue. Elle est clairement suspectée d'avoir tué sa fille. Hélène Ly, je remplace un confrère qui m'appelle en me disant « Je suis très embêté, je peux pas intervenir sur la garde à vue, est-ce que tu peux me dépanner ?» J'y vais. Maître Baptiste Scherer, avocat d'Hélène Ly. Je tombe sur une jeune femme, mon âge, frêle. Première image, le film d'épouvante asiatique, avec ses cheveux longs et noirs qui tombent et qui est apeurée parce qu'elle est à la section de recherche, qu'on appelle communément la SR. Et elle me dit « Bonjour maître », mais avec toute la déférence de l'asiatique et qui voit un avocat arriver. Les gendarmes d'un côté, puis le bulldozer judiciaire qui commence à se mettre en branle. Alors, comment allez-vous, Madame Ly? Ouais, ça va? Mais je sais pas bien ce que les gendarmes ils me reprochent. J'ai pas tué ma petite Zélia. Je l'ai pas frappée. C'est moi qui l'ai amenée à l'hôpital. Si j'avais fait quelque chose, j'aurais pas agi comme ça. Et j'ai affaire à une femme stoïque. Et tout de suite, je l'appelle par son prénom. Alors, je continue à la vouvoie, mais j'essaye de désacraliser un peu le moment, avocat, garde à vue, entretien, voilà, le côté assez formel. Elle a mon âge, elle est née en 84, elle est de juillet, moi je suis de mars 84, donc il y a cette distance qui explose et ce rapprochement qui se fait. Et je lui dis, mais Hélène, votre bébé, avec quel âge? Parce qu'on n'a pas le dossier en garde à vue. Et elle me dit, elle a 11 mois. Et je lui dis, pardon, mais vous pleurez pas. Mais elle me dit, j'ai pas le droit de pleurer. Pourquoi? Et elle me dit, mais vous êtes un Européen, je suis une Asiatique, je suis pas chez moi. Je suis dans une situation où je suis en minorité. Il y a des policiers, il y a des procureurs, j'ai entendu parler d'un juge d'instruction. Et elle me dit, vous êtes un avocat et moi je suis pas un avocat. Et le respect que je vous dois, c'est de garder mes émotions pour moi. Elle avait à peine fini cette phrase. Voilà. Et il y avait ses yeux qui commençaient à se remplir de larmes. Et c'est marrant parce que j'en parle encore avec de l'émotion et je la vois pas s'effondrer, elle n'a pas le droit. Mais ses yeux se noient dans ses larmes. Elle souffle. Elle s'arrête. On reprend l'entretien un peu plus formel parce que je sens que l'émotion va la déborder, elle et moi. C'est un choc culturel et un choc de l'avocat envers celui qui va assister, celui qui va aider, essayer de faire comprendre. Et cette jeune personne qui a finalement qu'un seul tuteur, son bâton de pèlerin, c'est la robe qu'elle voit, c'est le costume qu'elle voit de l'avocat qui arrive en garde à vue.
On nous dit, on nous apprend que c'est le job d'être neutre, d'être distant. Mais vous allez voir, ce dossier, il est humain et il nous prend aux tripes au début. Code P9. Expertise psychologique d'Adeline Paoli. Hélène Lee est âgée à ce jour de 34 ans. Elle élève seule ses 5 enfants. Son père est agriculteur à la retraite. Sa mère est sans emploi. Ils sont intégrés, quoi qu'il arrive, respectueux de la norme française, de la règle française, des règles de la République. Mais dans le volet intime, on ne reste qu'entre nous, on n'invite pas d'Européens ou de Français chez nous, on ne partage rien avec les autres, tout reste dans le vase clos familial. Évidemment, on va faire nos courses, on vit à la française, mais attention, lorsqu'on est entre nous en famille, c'est la culture asiatique qui prime. Ils parlent asiatique entre eux, français avec nous. Alors je ne sais pas si c'est une forme de respect, je ne sais pas si c'est une forme de communautarisme. Ils sont très intégrés, mais dès qu'ils sont entre eux, c'est l'Asie qui reprend ses droits. Code P9. Expertise psychologique d'Adeline Paoli. Madame Lee fait état du poids culturel existant chez elle, notamment en ce qui concerne la place des filles et de la femme. Hélène Lee raconte « On n'avait pas le droit de sortir, on n'était pas des garçons, alors que mes frères, ils pouvaient. Pour nous, c'était un peu strict. La fille doit rester à la maison. Je trouvais pas ça normal, mais on ne pouvait rien dire. L'honneur chez nous, c'est important. Si on sortait en cachette, on était puni, physiquement. » Elle est d'ailleurs partagée. À chaque fois, elle dit chez nous. Alors, je lui fais repréciser, c'est où chez vous, puisqu'elle est née en France. Voilà. Chez nous, c'est dans la culture Hmong. Donc je pense qu'elle est très partagée aussi. Mais à l'image de sa vie, finalement, hein. Elle a grandi en France, elle est née en France, elle a grandi en France, elle est allée à l'école en France, mais en même temps, elle est imprégnée de cette culture laotienne, de cette culture Hmong, qui, dans sa vie, va occuper une place prépondérante. Hein. Alors c'est très particulier parce qu'en même temps, oui, le père attache beaucoup d'importance à l'enseignement. Il était professeur dans l'enseignement général au Laos, qui est un poste prestigieux à l'époque dans ce pays. Il parle déjà français, lui, quand il arrive en France, et donc il va s'évertuer, il va accorder une grande importance à l'enseignement. Il va enseigner le français et le laotien à ses enfants. À la maison, on parle laotien. Ces enfants portent tous des prénoms très français, Caroline, Catherine, Hélène. Et en même temps, il y a une prégnance de cette culture Hmong là. Le père, effectivement, c'est quelqu'un qui a contribué à l'implantation de la communauté Hmong dans la région nîmoise à travers le maraîchage. Il a créé une association culturelle, il est reconnu, il est estimé dans cette communauté. À la fois, il envoie ses enfants à l'école française, il leur enseigne le français, mais ils n'ont pas le droit de fréquenter des Français, elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, elles ne peuvent pas aller dormir chez les copains, chez les copines, et les seules personnes qu'ils sont autorisées à fréquenter, les garçons comme les filles, c'est des personnes issues de la communauté Hmong, et notamment par le biais de cette association culturelle. C'est des parents très travailleurs, le père travaille énormément. Le seul temps qu'il consacre à ses enfants, c'est par le biais de l'enseignement. C'est sur la mère que repose l'éducation, la prise en charge, mais en même temps, elle va leur transmettre ses valeurs à elle, c'est-à-dire être une femme accomplie, réussir sa vie, c'est épouser un Hmong, entretenir son logement, et cuisiner des mets asiatiques. Voilà, c'est par ce prisme-là qu'elle va projeter finalement une réussite de vie sur ses enfants et notamment sur ses filles. C'est avoir des enfants et puis c'est perpétrer le nom, respecter la tradition et c'est avoir un garçon au moins. En fait, Hélène, il faut comprendre que c'est une enfant plutôt joyeuse, elle réussit à l'école. Au collège, là, ça commence à être un peu compliqué, les notes commencent à baisser. Karine Poulain, enquêtrice de personnalité. C'est néanmoins au lycée qu'elle décroche, et là, elle va se chercher.
et elle ne va pas se trouver parce qu'elle est suffisamment intelligente pour voir qu'elle ne peut pas vivre à la française, hein, elle ne peut pas fréquenter des amis, elle ne peut pas s'habiller comme eux, donc elle va finalement coller à ce qu'on attend d'elle. Elle a 17 ans, on lui présente un homme qui a 16 ans de plus qu'elle, un Hmong. La mère dira même « je voulais le meilleur pour ma fille, donc je ne voulais pas qu'elle épouse un Français. Il fallait qu'elle épouse un Hmong ». Elle le rencontre 2-3 fois, me dit-elle, et puis il lui propose de l'épouser, et elle accepte. Elle y voit, et ça m'a été confirmé par ses sœurs, le moyen de pouvoir jouir d'une plus grande liberté. Donc en fait, ce mariage, il est idéalisé. Elle idéalise la liberté qu'elle va avoir, le statut de femme. Code B4. Enquête de personnalité de Karine Poulain. 1 mois avant ses 20 ans, Hélène Ly a mis au monde son premier enfant. Elle précise qu'elle n'était pas prête à être mère, mais que son époux désirait un enfant et que sa volonté l'avait emporté. Cet enfant, c'est une fille. Donc là, déjà, premier achoppement. Selon les sœurs, son mari est déçu de ne pas avoir un garçon et ne va pas investir cet enfant. Il ne va donc pas la soutenir, l'aider matériellement, affectivement. Et elle va se retrouver à 20 ans, sans expérience, à devoir à la fois tenir son statut de femme. C'est extrêmement compliqué puisque si elle savait tenir le logement chez elle et faire la cuisine, là elle se retrouve seule en responsabilité. Son mari l'enferme par ailleurs dans l'appartement puisqu'il a une vision complètement surannée de la place de la femme dans la société. Il l'enferme, il part travailler, il l'enferme à longueur de journée. Donc elle est cantonnée finalement à un rôle de boniche et un rôle de mère. Mais ce rôle de mère, elle ne sait pas le tenir. Ce qui apparaîtra, c'est qu'elle a fait une dépression après la naissance de son enfant, une dépression postpartum qui a été perçue par son époux comme une bizarrerie, comme une incapacité à être une bonne épouse, à une bonne mère, et il n'a d'ailleurs pas hésité à la faire interner en psychiatrie au prétexte qu'elle n'était pas conforme à ce qu'il attendait d'elle, quoi. En fait, lui, il voulait épouser une femme, mais il se retrouve avec une adolescente complètement inexpérimentée. Là, il y a l'écart qui se crée. Lui, il s'aperçoit que c'est pas l'épouse qu'il voulait. Et donc, il va renvoyer Hélène Ly chez ses parents, sans rien lui dire. Et il va envoyer, comme c'est de coutume dans la culture Hmong, il va envoyer 2 émissaires pour aller casser le contrat de mariage. Donc, 2 personnes se présentent au domicile des parents. 3 mois leur sont accordés, 3 mois de réflexion. Au bout de 3 mois, il se dit je vais refaire un essai. Il fait revenir Hélène à son domicile. Et puis il change d'avis. Au bout d'1 mois, il la renvoie à nouveau chez ses parents, toujours sans rien lui dire, avec son enfant. Et ce sont les parents qui lui apprendront qu'en fait son mari ne veut plus d'elle. Et donc lui, s'acquittera de sa dette. Il remboursera la dot, puisqu'il a perçu une dot qui s'élève à 10 500 € pour s'être marié avec Hélène Ly. Il remboursera sa dot et le contrat de mariage sera rompu ensuite 1 an et demi, 2 ans plus tard. Elle se retrouve chez ses parents avec un bébé, elle est dépressive. Code P4. Enquête de personnalité de Karine Poulain. Hélène Ly relate une ambiance familiale difficile chez ses parents, sa mère ayant développé une relation fusionnelle avec sa propre fille. Elle a été suivie pendant 2 ans par un psychiatre, elle a eu un traitement, ce qui lui a permis de reprendre le cours de sa vie. En tout cas, c'est ce que dit la famille. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle n'est jamais redevenue la même. En fait, il y a eu un point de bascule dans son parcours de vie. Et finalement, la dépression, elle a été latente. Elle a été latente. Elle ne s'est pas trouvée sur le plan de la scolarité, elle s'est cherchée, elle ne s'est pas trouvée. Elle voulait se trouver dans le mariage. Finalement, elle n'est pas une bonne épouse, elle n'est pas une bonne mère. Elle apporte la honte à sa famille, puisque la rupture d'un contrat de mariage dans la culture Hmong, ça apporte la honte sur la famille. Donc effectivement, là, elle est affaiblie. Elle est affaiblie et insidieusement, il y a une forme de pression qui va s'exercer sur elle, une pression familiale, une pression culturelle, qui va la mettre en demeure, si jamais une chance se représente, de ne pas la laisser passer. Hélène Ly a une 2e aventure amoureuse avec un Français. Mais après 3 ans de vie commune, l'histoire d'amour périclite. 3 ans plus tard, à 28 ans, Hélène Ly s'investit dans une
nouvelle histoire. Et elle espère que cette fois ça va marcher. Et qu'enfin, elle va donner naissance à un garçon. Un homme qui lui est présenté par l'intermédiaire de sa famille, qui est issu de la culture Hmong, qui a pas trop d'écart d'âge avec elle, et là, elle ressent un coup de foudre pour lui, en fait. Là, cet homme, elle le choisit, elle investit la relation, et elle va essayer de réparer les erreurs du passé avec cet homme. Très rapidement, elle se marie, 3 mois après leur rencontre. Immédiatement après, elle est enceinte. Et là, finalement, cette relation de couple, elle n'existera pas en dehors de la parentalité. Maître Baptiste Scherer, avocat d'Hélène Ly. Elle ne se voit plus comme une femme, elle ne se voit plus comme une mère, elle ne se voit plus comme une maîtresse de maison, elle ne se voit comme une machine à procréer. Le compagnon d'Hélène Ly dira qu'il n'était pas très attaché au sexe de l'enfant. Au bout du 2e enfant, il reconnaît qu'il voulait un garçon. À la naissance de leur 3e fille, là, il dit stop aux enfants. Mais elle s'acharne. Elle s'acharne parce qu'elle pense que c'est cette grossesse d'un garçon, un éventuel garçon, qui viendra la réhabiliter finalement. Aux yeux de son mari, aux yeux de ses parents, aux yeux de sa famille. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Hélène Ly a eu une première fille avec son premier mari. Puis elle a divorcé. Et avec son nouveau compagnon, en l'espace de 2 ans, elle a accouché de 3 autres petites filles. Mais elle voulait absolument avoir un garçon qui ferait la fierté, pensait-elle, de sa communauté Hmong du Laos. Alors que sa dernière petite fille n'a que quelques mois, elle tombe donc à nouveau enceinte. Des jumelles, et toujours pas de garçon. Pour elle, ce sont en quelque sorte des filles de trop. Et là, c'est le point de bascule. Karine Poulain, enquêtrice de personnalité. C'est le point de bascule dans la relation de couple qui oscille entre des hauts et des bas. Mais ces jumelles, hein, c'est la goutte de trop. Elle est déjà dépassée, fatiguée, elle n'est pas soutenue. En tout cas, c'est ce qu'elle dit par son mari. Lui prétend le contraire. Et là émerge, hein, déjà à partir du 3e enfant, de la violence dans le couple, avec une violence assez importante. Hein. Lui, il l'aurait poussée dans les escaliers, elle lui aurait planté un couteau dans la main. Il y a eu un dépôt de plainte qui a fait l'objet d'un non-lieu. On sent bien une montée en puissance, hein, en fait, de cette discorde. On sent bien l'épuisement, la montée de l'épuisement. Là, il commence à s'alcooliser, à se saouler. Dans le contexte d'un état d'ébriété, il la pousse dans les escaliers. Donc là, on a une montée en puissance. Et puis, ces grossesses se succèdent. Hein. Il se passe très rarement 1 an entre la naissance de chaque enfant. Lui s'en va très souvent, la laisse, la délaisse. Elle tente de faire face. Je pense vraiment qu'elle a essayé. Hein. En tout cas, c'est ce que ses sœurs ont pu dire. Elle essayait d'être attentive à ses enfants. Mais forcément, elle était dépassée, débordée. Les enfants manquaient d'hygiène. Il y avait un état d'hygiène déplorable dans son logement. Il n'y avait pas d'éveil, pas d'ouverture sur l'extérieur. Les parents, les sœurs étaient catastrophés en découvrant ça. L'une d'elles a même pensé faire un signalement d'enfant en danger. Elle sombre et puis elle s'aperçoit qu'en fait, elle a fait tout ça pour un homme qui n'est plus là et qui finalement l'abandonne. À nouveau, c'est un échec pour elle, un échec après un autre échec. C'est ça qui est important, un échec après un autre échec. Même si dans son couple ça ne va pas bien, Hélène Ly s'entête. Elle veut un garçon. Et donc après la naissance des jumelles, elle tombe de nouveau enceinte. Et cette fois, c'est un garçon. Quand le fils qu'elle attendait arrive, elle devrait être heureuse. Mais le père est parti et elle se retrouve à gérer seule ses 5 filles et son bébé. Elle est épuisée. Et là, moi je pense qu'elle était dans un état de dépression très très avancé, à ne plus pouvoir analyser les événements, à essayer. Elle essayait de faire face. Mais la charge était trop importante et puis je pense qu'elle était dans un état physique et psychologique extrêmement dégradé qui ne lui ont pas permis de faire face, quoi.
Madame, cela fait plus d'1 an et demi que j'instruis votre affaire. Et je veux savoir ce qui est arrivé à Zélia. Tout vous accuse. Et c'est votre dernière occasion de parler. Vous ne voulez rien me dire? Ben, c'est dur de vous parler. Mais je regrette d'avoir fait ça, mais c'est un accident. Je voulais pas tuer Zélia. J'étais à bout, j'arrivais plus à gérer mes filles. Ma grossesse, et Zélia, elle pleurait tout le temps. Et puis lorsqu'elle va finir par reconnaître avoir eu des gestes de maltraitance, Antoine Wolf, avocat général. elle va avoir tendance aussi à se défausser un petit peu sur son mari avec qui elle est séparée, en cours de séparation, et en disant que il l'a laissée seule, ce qui est vrai, elle était seule avec ses enfants, elle était enceinte donc du dernier enfant qui sera de sexe masculin, elle est enceinte elle est quasiment sur le point d'accoucher au moment du décès de sa fille, et donc elle va avoir aussi tendance à expliquer son passage à l'acte par la fatigue, le fait qu'elle était seule et qu'elle s'en sortait plus, et je pense que c'est l'une des clés d'explication de son passage à l'acte, c'est qu'elle a fini par s'en prendre à celle qu'elle estimait être la plus difficile de ses enfants, parce que selon elle, elle pleurait plus que les autres, elle mangeait plus, elle était plus difficile à satisfaire, elle dormait moins, elle réveillait les autres, et elle va finir par exercer donc des violences, notamment, c'est ce qu'elle dira, pour la faire taire. Elle revendique le fait qu'il n'y a jamais eu d'intention. Voilà. Pour elle, c'est un accident. C'est une situation qui lui a échappé et c'est un accident. Elle ne rentre pas dans les détails. Elle est touchante et en même temps, quand je la rencontre, je me demande si elle réalise vraiment là où elle est et ce qui s'est passé. J'ai en face de moi une adolescente, en fait, très insouciante. Elle vient de se faire un soin. Elle n'imagine pas qu'elle va rester en prison. Il y a, transpire dans ses propos une forme d'insouciance chez elle. Hélène Lee finit par raconter au juge d'instruction comment elle a tué sa petite fille. Il était 3 heures du matin, elle était enceinte de 8 mois et demi, 4 de ses filles dormaient, et Zélia pleurait parce qu'elle avait faim. Et elle n'a pas supporté ses pleurs. Alors elle l'a jetée au sol, et elle s'est mise à la frapper à coups de balai. Et comme elle n'arrêtait pas de pleurer, elle l'a jetée dans un cagibier. Et c'est là, dit-elle, que sans doute, sa tête a heurté une bouteille de gaz. Elle clôt ses aveux avec cette phrase « Je mérite pas 30 ans. Pour moi, c'est un accident. C'est quelqu'un qui prend un volant et qui tue quelqu'un. Mais il y a des terroristes qui sont en liberté, moi je suis en détention. On vit dans un monde de fous. » Deux ans et demi après la mort de la petite Zélia, Hélène Lee est jugée pour violence ayant entraîné la mort devant la cour d'assises du Gard. À 36 ans, elle apparaît comme une accusée extrêmement froide. C'est une jeune femme qui paraît plutôt grande, mince, elle a les cheveux noirs, longs. Antoine Wolf, avocat général. Elle est très fine, et vraiment elle s'exprime très très peu. C'est très difficile de la faire parler, en tout cas spontanément. Et je me rappelle que, par exemple, moi je lui avais demandé qu'elle nous décrive son quotidien, mais d'un point de vue positif, avec sa fille décédée. Et elle était incapable de nous partager des moments de joie qu'elle avait pu avoir avec sa fille. Et c'était vraiment difficile de la faire parler. Ce qui était dommage, puisqu'on était vraiment là pour comprendre ce qui s'était passé. Et elle ne parlait pas beaucoup. Vraiment, c'est ce que je retiens le plus de Madame Lee, c'est qu'elle ne parlait pas beaucoup et elle ne montrait pas beaucoup d'émotions. Ça a empêché la cour de comprendre véritablement la personnalité de Madame Lee. Vous avez cette jeune maman, cette jeune fille, cette jeune femme qui ne livre pas sa confiance comme ça. Maître Baptiste Scherer, avocat d'Hélène Lee. Une expertise, elle rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Elle rencontre l'expert, psychiatre, psychologue, l'avocat général plus tard devant la cour, les enquêteurs de personnalité, qui ont je vais exagérer en disant quelques minutes, mais qui ont à peine une grosse heure devant eux ou une grosse demi-heure à lui accorder parce qu'ils ont pléthore d'expertise à rendre. Ils vont analyser quoi? Hélène Lee avec la froideur, mais quelque part le respect qu'elle lui oppose et que lui
reçoit comme une froideur en disant « je ne me livre pas, je ne te connais pas ». Ce que j'ai mis des mois, des semaines, et je crois finalement des années à obtenir, eux ne pouvaient pas l'obtenir au bout de quelques minutes, d'une demi-heure ou d'une heure d'expertise psychologique. Donc oui, ce qu'ils ont vécu, c'est une froideur, c'est quelqu'un de distant, qui a perdu tout affect avec l'être humain, mais l'être humain avec un grand H, alors que pas du tout. Moi, elle m'a livré ce que c'est qu'une nuit blanche, à pleurer seule dans sa cellule. Parce que ce qui n'apparaît pas dans la procédure, c'est... elle était à l'isolement. Ben parce que dans une maison d'arrêt, dans une tôle, comme on dit vulgairement, ben, 1, les pointeurs, on n'aime pas. 2, les tueurs d'enfants, on n'aime pas. Et les codétenus, ES, parce qu'elle était à la maison d'arrêt de Nîmes, quartier femmes, ben, lui ont fait vivre un enfer. Madame Lee, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ça, c'est un trait de sa personnalité assez important. Et je me rappelle qu'au procès, tout le monde, que ce soit le président ou ses avocats, lui avaient dit il faut se livrer, il faut ouvrir la carapace, lui avait dit son avocat, parce qu'elle parlait pas beaucoup. Elle parlait pas beaucoup et ça permettait pas notamment de comprendre pourquoi elle n'avait pas été capable d'appeler à l'aide à ce moment-là. Alors est-ce qu'elle avait peur par rapport au regard que pouvait porter sa famille et sa communauté, parce qu'elle était très attachée à cela, Madame Lee. Peut-être que c'est pour ça, la communauté Hmong était décrite par le dossier d'information comme étant une communauté qui vivait beaucoup dans l'entre-soi, qui réglait les conflits en interne. Il y avait des notions de mariage arrangé, de respect des traditions. Donc il y a un fonctionnement presque clanique qui peut-être, dans sa façon de vivre ces difficultés, l'empêchait de s'adresser aux services sociaux, à la gendarmerie, à des médecins pour qu'on lui vienne en aide. Voilà, c'est peut-être une explication, mais comme elle ne parle pas beaucoup, Madame Lee, on est resté sur des suppositions. Je pense qu'elle a tenté de garder la maîtrise de sa trajectoire de vie, mais je pense qu'il y a des choses qu'il a dépassées. Karine Poulain, enquêtrice de personnalité. Des injonctions, des pressions, des influences. Et effectivement, je pense qu'elle n'a pas été aidée. Elle a été actrice dans sa trajectoire de vie. Moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a été sous influence. Je pense que c'est quelqu'un qui a accepté d'être sous influence, en tout cas, si elle l'a été. Mais elle n'était pas armée pour vivre ce qu'elle a vécu. Il y avait un tel degré de responsabilité, de charge de travail qu'elle ne pouvait pas seule, elle ne pouvait pas s'en sortir. Il aurait fallu qu'elle accepte de l'aide, qu'elle demande de l'aide, et c'est pas ce qu'elle a fait. Au contraire, elle l'a refusé. Il faut savoir qu'au fil du temps, la dépression prend de la place, elle s'aigrit, elle s'isole, elle s'éloigne de sa famille, elle n'a pas d'amis, et elle a un regard assez négatif sur les autres, qui ne lui permet pas non plus de pouvoir entrer en relation. Madame Lee quand même présentait, à mon sens, des difficultés en termes de personnalité, voire peut-être de maladie psychiatrique. Elle avait quand même été hospitalisée après la naissance de sa première fille, issue d'une première union. Elle avait fait un syndrome postpartum, elle avait été hospitalisée et on nous avait décrit quand même une personnalité avec des accès de colère, notamment son mari, le père des jumelles, avait été victime de menaces avec un couteau, son frère également, elle s'était battue avec sa sœur. Donc il y avait quand même des éléments de la part des témoignages qui nous montraient une personnalité qui pouvait être violente, mais qui n'avait peut-être pas été détectée à temps. Et je me rappelle que l'expert psychiatre, lui aussi, reconnaissait qu'il avait eu beaucoup de mal à cerner la personnalité de Madame Lee parce qu'elle parlait pas beaucoup et que c'est compliqué pour lui de dresser, j'imagine, un diagnostic lorsque la personne s'exprime peu. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. J'avais dit à la cour, si on verse dans la caricature, voilà, ce qu'elle a fait, c'est absolument ignoble. Elle a donné la mort à son propre enfant dans des circonstances terribles, des coups de bâton, calculatrice dans la bouche, elle aurait lancé dans un cagibi, sa tête aurait percuté une bouteille de gaz. En plus, elle aurait retardé l'intervention des secours à plusieurs reprises, en n'appelant pas le médecin. Elle se rend compte avec sa mère que la tête est toute molle, et au lieu de l'emmener immédiatement aux urgences, elle va lui mettre de la pommade qu'elle va acheter en pharmacie. Donc, si on prend ces éléments-là, évidemment, c'est ce que je disais à la cour. Madame Lee, elle explique pas bien son geste.
c'est un geste qui est ignoble, et voilà, si c'est un monstre, il faut lui infliger une peine très élevée. Et il y a l'autre côté du prisme, si on verse dans la caricature de la pauvre femme soumise au diktat de son mari qui lui imposerait, ce qui était pas forcément vrai, qui lui imposerait des grossesses à répétition jusqu'à ce qu'il ait un garçon, qui présenterait des troubles psychologiques ou psychiatriques, qui n'a pas su appeler à l'aide parce qu'elle est issue d'une communauté où on règle les choses en interne de façon clanique et que ça explique pourquoi on en est arrivé là et donc on viendrait la déresponsabiliser. Moi je leur ai dit, pour moi il y a un juste milieu et ce juste milieu, moi j'estimais que c'était la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Mon premier réflexe, c'est de me retourner vers Hélène pour voir l'uppercut qu'elle vient de prendre. Et lorsqu'on se lève, on essaie de reprendre les éléments qui ont été dits pendant ces 3 ou 4 jours, d'en faire un résumé et de prendre ce qu'il y a de plus fort dans les tripes des jurés. Les juges professionnels, ils voient la crasse humaine tous les jours. En revanche, les jurés, c'est pas leur travail. Vous avez des professeurs, vous avez des chômeurs, vous avez des étudiants, vous avez des retraités, vous avez toutes les catégories socio-professionnelles confondues. Et c'est eux qu'il faut aller chercher dans les tripes. Et là, quand on se lève, on a envie de leur dire, mais... Et peut-être de manière très maladroite, c'est un appel au secours. Elle n'a pas fait ce que nous on aurait fait, elle n'a pas fait le 17, elle n'a pas fait le 15. Elle a commis le pire des crimes. Elle a tué son petit bébé. Se lever et d'expliquer ça, point par point, en leur disant, mais vous savez, les confrères que j'ai en face de moi m'ont encore dit, dans l'intimité des couloirs de la cour d'assises, comment tu fais pour pouvoir te lever et la défendre ? Donner des coups de bâton, c'est une chose, laisser mourir pendant une semaine, c'en est une autre. Finalement, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est comment je fais pour la défendre. Eh bien, pour la défendre, je vais vous expliquer qui est Hélène Ly. Cette jeune fille née à Nîmes d'une culture Hmong, qui a eu un premier enfant, puis 2, puis 3, puis qui a été abandonnée. Et son appel au secours, c'était ça. Finalement, c'était de résumer la vie d'Hélène Ly et de dire, est-ce que finalement l'être humain n'est pas faillible ? Je le crois. C'était la version Code B d'Ondelat raconte, rédacteur en chef Guillaume Maury, réalisation excellente comme toujours de Guillaume Vassaux. Retrouvez Ondelat raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.